Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de physique de cinquième secondaire dans le chapitre des forces. Et ce nouveau tutoriel portera donc sur la force de frottement. Notre objectif dans ce tutoriel est de d'abord définir la force de frottement, d'essayer de voir comment dans certaines situations on peut la calculer, et ensuite donc de faire un exemple, là, toujours tiré du cahier d'exercice, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre en application, de nouveaux concepts, de nouvelles formules qu'on va, découvrir ensemble. Donc, ben, voilà, c'est parti. Donc, quand on parle de frottement, on parle de force de frottement. Heu, Ça peut être attribué de façon générale à 2 phénomènes importants. Le premier, donc, la densité du milieu et la forme d'un objet. Donc, si on pense par exemple à tous les phénomènes en lien avec la résistance de l'air, donc si par exemple on a une voiture qui a une certaine forme par rapport à une autre voiture qui a une autre forme, et il y a une voiture qui va être capable de moins résister à l'air, on parle d'une voiture à ce moment-là qui est plus aérodynamique, ou encore, hem, si on parle de la densité du milieu, ben, par exemple, si on revient à l'air, je suis certain que tous parmi vous, vous reconnaîtrez que courir, par exemple, dans l'air, ce qu'on fait quand on court généralement, c'est beaucoup plus facile que de courir, par exemple, dans l'eau. Donc, si jamais vous êtes déjà allé dans une piscine, vous avez tenté de courir lorsque vous êtes à l'intérieur de la piscine et vous touchez au fond, eh bien, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus difficile. Et donc, la densité du milieu oppose une très, très forte résistance. Donc, dans l'eau, qui est un milieu plus dense que l'air, ça amène une plus grande résistance et dès lors, c'est beaucoup plus difficile de bouger et donc une plus grande force de frottement contre votre mouvement. Donc, tous ces phénomènes-là, on sait que ça a une importance sur le frottement sur un objet qui est en mouvement, mais c'est des phénomènes qui sont extrêmement complexes. Donc, pour s'attarder là, mathématiquement à ces phénomènes-là, ça prend vraiment des connaissances de niveau universitaire, donc des connaissances mathématiques assez élevées. C'est pas, ce serait pas impossible d'en discuter, mais ça devient très, très vite complexe à gérer quand on commence à s'intéresser, par exemple, à comment se déplace un objet, par exemple, justement dans l'eau. Donc, ça devient très, très, très complexe à analyser tout ça. Et évidemment, en cinquième secondaire, on n'a pas les outils mathématiques pour s'intéresser, pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Par contre, il y a d'autres phénomènes en lien avec les forces de frottement qu'on peut analyser. Et cet autre phénomène-là, c'est lorsqu'on a deux surfaces qui sont en contact. Ces surfaces-là, si elles sont plus ou moins rugueuses, puis on va voir dans quelques instants que rugueux, c'est peut-être pas à notre échelle qu'on va voir la rugosité d'une surface. C'est vraiment à l'échelle microscopique qu'on peut comprendre si une surface est rugueuse ou pas. Donc, si on a deux surfaces qui sont en contact, ben, nécessairement, il y a du frottement entre ces deux surfaces-là. Et tout dépendamment de la composition de ces surfaces-là, ben, vous aurez deviné que certaines surfaces opposent moins de frottement l'une par rapport à l'autre, d'autres sont proposent plus de frottement entre les deux. Donc, prenons un exemple, prenons un pneu de voiture. Donc, un pneu de voiture, du fait de caoutchouc. Donc, si vous mettez ça sur, par exemple, la roche ou de l'asphalte, donc c'est une surface qui est, c'est deux surfaces qui entrent en contact et il y a une très, très bonne adhérence donc du pneu de caoutchouc sur l'asphalte. Donc ça veut dire qu'il y a des forces de frottement qui sont grandes entre les deux objets, donc qui permet une adhérence entre le pneu et la chaussée. Par contre, si vous avez le même pneu de caoutchouc sur de la glace, eh bien là, vous avez donc une surface par rapport à une autre qui sont extrêmement glissantes. Donc le caoutchouc sur de la glace, donc ça veut dire que les forces de frottement sont très très faibles parce qu'il y a la rugosité des deux surfaces fait en sorte que ça glisse l'une par rapport à l'autre. Donc ce phénomène-là, c'est un phénomène qui est assez simple. On va voir, là, il y a une façon très simple de l'étudier mathématiquement. Et on va faire ça dans quelques instants. Et on va même faire un petit exemple mathématique là, pour être capable de s'assurer qu'on a bien compris le tout. Donc, pour expliquer le principe de rugosité des surfaces dont je parle depuis tantôt, comme je le disais, ça peut avoir avec notre perception d'une surface rugueuse ou d'une surface lisse.
Parce que bon, on a beau toucher, par exemple, du bois, ben, du bois à l'échelle microscopique, ça peut être très, très rugueux. Et c'est vraiment à cette échelle-là que vont se jouer les forces de frottement. Et donc, j'ai quelques images ici qui ont été obtenues grâce à de la microscopie à balayage électronique. Donc, si on imagine certaines surfaces qui, pour nous, sont extrêmement lisses, donc prenez par exemple de l'aluminium. Donc, imaginez une feuille de papier aluminium. Donc, évidemment, c'est parfaitement lisse pour nous, mais si on regarde à l'échelle des micromètres, donc des 10, de 10 micromètres, donc ça, c'est à peu près là, 1 cent millième de mètre, ben, c'est ce qu'on verrait ici, donc plein de bosses, de trous, là. Donc, notre aluminium serait composé de cette façon-là. Et si on change l'échelle, ben, on verrait exactement donc toutes ces cavités, ces bosses qui apparaîtraient. Et c'est la même chose pour un paquet de surfaces qu'on croit très lisses, donc du laiton qui est un alliage de métal, même principe, donc du cuivre, même chose. Et donc, ce qui se passe ici, de l'acier, même principe, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez deux surfaces, qu'elles soient, comme je le dis, rugueuses à notre échelle ou non, peu d'importance. Parce qu'à l'échelle microscopique, si vous avez deux surfaces qui sont rugueuses, c'est-à-dire qu'elles sont composées, comme on l'a vu dans nos images, de bosses, de cavités. Donc, je vais tracer ici cette première surface, donc qui serait composée de bosses et de cavités, qui est en contact avec une deuxième surface pour laquelle c'est la même chose. Eh bien, ces deux surfaces-là, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'elles vont tenter de glisser l'une par rapport à l'autre? Ben, la matière de la première par rapport à la deuxième surface, par rapport au deuxième matériau, la matière va s'interpénétrer puisque, bon, les bosses vont entrer dans les cavités et l'inverse, donc les deux surfaces. Donc, c'est à cette échelle-là que le frottement va se créer. C'est quand ces deux surfaces-là vont arriver en contact que vraiment, là, on va avoir des problématiques ici. Je ne sais pas si on peut bien voir, là, j'ai un surligneur ici, on ne voit pas trop. Bref, je pensais avoir un peu de jaune ici, peu importe. Donc, c'est à cette échelle-là que le frottement va se produire. Et je le répète, même si on a l'impression que nous, à vue d'œil, les deux surfaces sont parfaitement lisses, ben, il y aura du frottement entre les deux surfaces. Et ce frottement-là va dépendre justement des surfaces qui sont en jeu. Et ça fera en sorte là, que, tout dépendamment des surfaces, ben, on aura plus ou moins de résistance. Et on va voir dans quelques instants qu'il y a une quantité physique qui nous permet de calculer ça, mais on va la découvrir à l'instant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer tout ça? Ben, qu'est-ce qui caractérise le frottement? Première des choses, j'en parlais il y a quelques secondes à peine, qu'est-ce qui nous permet de dire s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de frottement entre deux surfaces? Ben, il y a une quantité, donc, qui s'appelle le coefficient de frottement. Et cette quantité-là a un symbole qui est une lettre grecque ici, qui est un peu bizarre, là, vous en conviendrez. Donc, une espèce de lettre grecque là, qui ressemble à un U, mais avec une patte de plus. Donc, si je la dessine, on peut la dessiner comme ça, U avec une patte de plus en avant. Et cette lettre grecque-là porte un nom, c'est la lettre mu en alphabet grec, MU. Et comme je le disais tantôt, cette quantité-là, donc, dépend des surfaces en jeu. Donc, dépend des surfaces ici. Il existe des tables, il existe des registres. Donc, des scientifiques qui ont étudié le frottement en différentes surfaces qui ont produit des tables, des tableaux qui compilent, donc, par exemple, du bois par rapport à du béton, du caoutchouc sur de la glace, de l'acier sur du verre. Donc, il existe vraiment là, des références pour nous permettre de savoir entre deux surfaces quel est ce coefficient de frottement-là. Ce nombre-là, je le comparerais ici, je vais mettre une espèce de symbole mathématique pour dire semblable. Donc, ce serait semblable, si on veut faire une analogie, ce serait semblable à l'indice de réfraction qu'on a vu plus tôt cette année en optique. Donc, rappelez-vous l'indice de réfraction, c'était un nombre qui nous indiquait si un matériau était plus réfringent, donc faisait dévier davantage ou non la lumière par rapport à un autre matériau. Donc, en comparant les indices de réfraction, on était capable de savoir si la lumière était déviée peu ou pas. Ben, c'est un peu le même rôle que fait le coefficient de frottement. Donc, ce coefficient-là va nous indiquer
s'il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup de frottement entre deux surfaces. Et l'autre chose qu'il faut retenir sur cette quantité-là, donc c'est une quantité qui n'a pas d'unité. Donc sans unité, euh, un peu comme justement l'indice de réfraction, sans unité. Et donc, c'est vraiment un nombre pur là, qu'on utilise là, vraiment pour calculer tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'à partir de cette quantité du coefficient de frottement, et s'il y en a qui sont qui veulent avoir des idées là, de valeur de ça, on va le voir dans quelques instants dans notre petit exemple qui va suivre cette diapositive. Donc, il y a une formule qui nous permet, à partir du coefficient de frottement, donc de trouver la valeur de la force de frottement. Donc, la formule est la suivante. Donc, la force de frottement, F indice F, est égale au coefficient de frottement, donc ici, fois N. Qu'est-ce que la valeur de N? Ben, peut-être que certains l'auront, comment dire, découvert d'après le dernier tutoriel. Donc, N, c'est la force normale. Rappelez-vous cette force qu'on avait définie comme étant la force du sol ou d'une surface qui supporte un objet. Et donc, souvent, là, par exemple, j'ai un objet qui est posé là, sur le sol. Donc, souvent, ben, toujours, il y a la gravité qui agit sur cet objet-là. Et on avait indiqué qu'il existe une force, par principe d'action-réaction, qui vient supporter le poids donc, de notre objet, qui est la normale ici. Et donc, lorsqu'on veut vraiment que cet objet-là, si cet objet-là plutôt est immobile, ben nécessairement, la normale vient annuler la force de gravité et ces deux forces-là ont la même valeur. Ce ne sera pas toujours le cas. On va voir dans d'autres situations que la normale n'est pas toujours égale à la force de gravité. Bref, on y reviendra. On l'a vu, c'est vrai aussi dans le précédent tutoriel avec l'exemple du traîneau également. La normale n'était pas exactement égale à la force de gravité. Mais bref, dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Et donc, cette formule-là fait du sens, parce que quand on y pense, la force de frottement, bon, évidemment, elle va dépendre des surfaces, donc ça, c'est le rôle du coefficient de frottement, mais elle va dépendre aussi du poids de l'objet. Donc, vous ne serez pas étonné de savoir que ce serait beaucoup plus difficile, en raison du frottement, de déplacer un objet qui est lourd. Donc, par exemple, imaginons une caisse de bois sur du béton. Ben, si on a une caisse de bois qui a une masse, par exemple, de quelques kilos, prenons par exemple 5 kilos, ben, 5 kilos sur une surface en bois, sur une surface de béton, ça ne vous posera pas problème à déplacer, à pousser. Par contre, si vous avez une caisse qui pèse 500 kilos, bien évidemment qu'en raison non seulement des caractéristiques des surfaces qui sont en jeu, mais aussi beaucoup en raison de la masse, en raison du poids de l'objet, ce sera beaucoup plus difficile. Le frottement sera beaucoup plus grand à briser, à battre pour faire en sorte de faire bouger l'objet. Et ça, on va en reparler un petit peu justement dans l'exemple qu'on s'apprête à faire dans quelques instants. Dernière des choses, très importante, et là, ça tombe bien, ma phrase arrive exactement en deux notes que j'avais ajoutées. Donc, le frottement, on en avait parlé au dernier tutoriel, c'est toujours opposé au sens du mouvement. Donc, si un objet est en déplacement et qui se déplace dans un sens, bien sûr que le frottement, donc, va agir dans le sens inverse. Si on pousse un objet dans un sens, le frottement va agir dans le sens contraire à notre action. Donc, toujours sens opposé du mouvement, sens opposé de l'action. Et donc, très important de retenir ça là, dans tout ça. Dernière des choses, euh, il existe, ben, c'est-à-dire qu'on souvent on aime préciser, et on va voir pourquoi dans le petit exemple qu'on s'apprête à faire, on aime préciser si le frottement dont on parle réfère à une situation, à savoir si l'objet est en mouvement ou non. Donc, lorsque l'objet est immobile et qu'il y a présence de frottement, donc on va dire que l'objet est statique. Bien sûr, l'objet est statique et le frottement est statique tout autant. Donc, le frottement est statique, donc objet immobile. Et lorsque l'objet est en mouvement, bien alors, on va parler de frottement cinétique. Donc, cinétique, ça se réfère au mouvement.
Donc, frottement cinétique, c'est le frottement qui agit sur un objet en mouvement. Vous verrez que souvent, là, on ne prend pas toujours la peine de préciser cette distinction-là, mais c'est bon de savoir le faire parce que souvent, dans les problèmes qu'on va étudier, les situations qu'on va analyser, ça va être rare que les deux cas vont avoir lieu. Un des exemples de ça, c'est ce qu'on s'apprête à faire, mais dans la plupart des situations qu'on va analyser, donc ça va être soit une situation statique, objet immobile, ou soit une situation où l'objet bouge, frottement cinétique. Donc, dans un cas comme celui-là où j'ai juste une situation, immobile ou en mouvement, de préciser lequel est lequel, ça a peu d'importance. Mais bref, c'est toujours une bonne chose de se rappeler, donc, que est-ce que notre objet est en mouvement ou est-ce que notre objet est immobile? Et on va voir là, que pourquoi est-ce qu'on veut faire cette petite nuance-là dans l'exemple qui suit. Donc voilà quelques informations sur le frottement en rafale. Et je pense encore une fois que ces informations-là vous seront beaucoup plus claires dans quelques instants quand on va réaliser petit exemple, voilà, tiré de votre cahier d'exercice. Donc, l'exemple que j'ai choisi, c'est celui qui se retrouve à la page 157 de votre cahier d'exercice, le numéro 5. Et donc, on nous parle ici d'un objet de 10 kg qui repose sur une table. Donc, le coefficient de frottement statique. Donc, vous voyez ici déjà, on précise dans cette situation qu'on a une situation de frottement statique. Je vais le surligner, c'est important. Frottement statique, on nous dit que c'est 0,5. Et ensuite, on nous parle de frottement cinétique qui est de 0,40. Et c'est pour ça qu'on a noté cette précision à la dernière diapositive sur le frottement statique et cinétique. C'est que le coefficient de frottement va souvent changer si l'objet est en mouvement ou non. Donc, on va le comprendre un peu mieux là, dans quelques instants avec ce problème-là. Donc, si l'objet est immobile, il va y avoir un coefficient de frottement associé à ça. Et si l'objet est en mouvement, donc il va y avoir un autre coefficient de frottement associé à cette situation-là. Comme je le disais il y a quelques instants, dans plusieurs situations qu'on va analyser, il n'y aura pas les deux cas. On va soit être en présence d'un objet immobile ou en présence d'un objet en mouvement. Donc, de faire la distinction entre les deux, ça a moins d'importance dans un cas comme celui-là. Mais là, ici, où on va parler de l'objet qui est immobile, ou là, on va parler de l'objet qui est en mouvement, mais là, c'est important de définir que si l'objet est immobile, donc le frottement, son coefficient de frottement, c'est 0,5, et si c'est en mouvement, c'est 0,4. Donc, avant de procéder et commencer à répondre aux diverses questions, ben, je pense que ce serait bien ici de prendre la peine de faire un petit schéma de la situation, très simplement. Donc, voici mon bloc donc, posé sur le sol ici, un bloc de 10 kg, bien sûr. Et évidemment, donc, ce que je veux faire, c'est d'illustrer les différentes forces qui sont en jeu. Donc, on en a parlé tantôt. Évidemment que la force de gravité ici. Je peux peut-être même calculer déjà ça. Certains vont dire, ouais, je ne sais pas encore ce que je cherche. Pourquoi la calculer? Ben, c'est une information que je peux calculer qui me sera certainement utile. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, la force de gravité, on se rappelle, c'est la masse fois l'accélération gravitationnelle. Donc, la masse de l'objet, 10 kg. L'accélération gravitationnelle sur Terre, 9,8 newtons par kilo. Et donc, j'ai trouvé la force de gravité ici qui est de 98 newtons. Voilà pour ça. Et donc, prochaine étape, prochaine partie, on sait qu'à cette force de gravité s'oppose la normale, ici. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de grands calculs pour comprendre que ces deux forces, la force de gravité et la force normale, s'annulent. Donc, si la force de gravité est égale à 98 newtons, la normale est égale également à 98 newtons. Voilà pour ça. Donc, avec ces informations, somme toute préliminaires, on va s'attarder aux questions ici. Donc, il y a 4 questions auxquelles on veut répondre. La première, donc la question A, on nous demande, pardon, je suis revenu en arrière, je vais revenir ici. Donc, la question A, on nous demande, donc, quelle est la force de frottement statique maximale? Donc, force de frottement, et je vais marquer ici statique maximale, max, donc, entre l'objet et la table.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça signifie? Je vais illustrer la situation qu'on souhaite représenter ici à l'aide, dans le fond, de différentes forces. Donc, je vais ajouter ici des forces en bleu. Donc, ce qu'on souhaite représenter, c'est que l'objet en ce moment, il est immobile. Donc, il ne bouge pas. Donc, si je pousse sur l'objet ici, avec une certaine force, je vais appeler la force P, la poussée, bien évidemment, je devrais déployer une certaine force pour que l'objet se mette en mouvement. Donc, puisqu'il y a du frottement qui agit contre ma poussée, ben, il faudra que je génère une certaine force pour qu'éventuellement je brise la force de frottement, que je dépasse la force de frottement statique. Et donc, comment je vais calculer cette force-là? Quelle est cette force-là? On va regarder ça ensemble. On va faire ici un calcul à l'aide de notre petite formule qu'on a développée ensemble. Donc, c'est parti. On a vu que la force de frottement, et je vais préciser ici que c'est la force de frottement statique, est égale à mu, qui est le coefficient de frottement, et je vais ajouter ici un S pour indiquer que c'est le frottement statique que je calcule, fois la normale. Donc, on a toutes les informations ici pour calculer cette valeur-là. Donc, coefficient de frottement statique 0,5 fois la normale, 98 newtons. Et ça nous donne un résultat 0,5 fois 98 de 49 newtons. Donc, à quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment est-ce qu'on peut interpréter cette chose-là? Donc, pourquoi on parle de force statique maximale, force de frottement statique maximale? C'est-à-dire que c'est la plus grande force que je vais être capable de contrer. Donc, c'est la plus grande poussée que la force de frottement va être capable de contrer avant que la poussée ne mette l'objet en mouvement. Donc, faisons quelques cas ici. Imaginons que ma poussée, donc sur le bloc, donc la force que j'ai illustrée ici en bleu, donc la poussée est de 10 newtons. Ben, sachant que ma force de frottement statique maximale est de 49, ben, je vais être capable de contrer donc cette force-là. Donc, l'objet ne bougera pas, et ce qui veut dire que la force de frottement qui va être générée par l'objet, pour que celui-ci reste à l'équilibre, donc va être de 10 newtons également. Là, certains vont dire, oui, mais ce n'est pas le même chiffre que ce qu'on vient de calculer. Je sais bien, mais cette valeur-là, c'est la limite supérieure. Donc, ça ne veut pas dire que la force de frottement va être systématiquement 49 newtons. Puisque si, par exemple, si on applique une force de 10 et qu'on dit qu'il y a une force de frottement de 49 dans l'autre sens, ça veut dire qu'au total, il y a une force résultante vers l'arrière de 39 newtons. Donc, mon objet est en train de reculer vers la gauche et d'accélérer en faisant ça. Donc, non. Si j'applique une force de 10, la force de frottement sera de 10. Si j'applique une poussée de 20, la force de frottement sera 20. Si j'applique, et là on continue le principe, si j'applique une poussée de 49 newtons, la force de frottement statique sera de 49 newtons. Donc ça va équilibrer encore une fois. Donc tous ces cas-là, l'objet va rester immobile. Et si je dépasse, donc si ma poussée dépasse 49 newtons, eh bien là, je ne serai pas en mesure de contrer ça avec mon frottement statique. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, mon objet va commencer à se mettre en mouvement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une force statique maximale, mais il faut bien comprendre que cette force statique maximale-là n'est pas la force de frottement statique en toutes circonstances. La force de frottement va toujours répondre de façon égale à la poussée jusqu'à temps qu'on dépasse la limite. Je vais l'écrire ici. Ça nous sert en quelque sorte de limite. Prenez cette valeur-là pour encore une analogie avec ce qu'on a fait en réfraction plus tôt cette année. Prenez cette valeur-là comme une comparaison avec l'angle critique. Rappelez-vous l'angle critique qu'on avait vu en réfraction.
Mais c'était une limite à ne pas dépasser. Mais là, c'est un peu la même chose ici. 49 newtons, c'est une limite que je ne peux pas dépasser. Et si je dépasse cette limite-là, ben là, ça veut dire que mon objet va se mettre en mouvement. Parfait pour la question A. Allons-y maintenant avec la question B. Donc, quelle est la force de frottement cinétique entre l'objet et la table lorsque l'objet est en mouvement? Donc, si l'objet est en mouvement, on est dans une situation de frottement cinétique. Donc, je vais refaire le calcul ici. Et donc, force de frottement, donc je vais marquer ici cinétique. Donc, je vais simplement refaire le calcul avec le nouveau coefficient de frottement. Donc, force de frottement, je vais marquer ici cinétique, ciné. Donc, mu C fois la normale. Donc, 0,4, c'est le coefficient de frottement cinétique, fois 98 newtons, la normale. Et donc, ça nous donnera ici 0,4 fois 98, donc 39,2 newtons. Excellent. Et donc, ce qui est particulier avec ça, c'est que ce qu'on comprend, c'est que si l'objet est immobile, et je vais faire un petit graphique ici qui montre la situation là, je la conçois là, au fur et à mesure qu'on discute de ce cas-là. Sur l'axe horizontal, je vais mettre la poussée, donc qu'on applique sur l'objet. Et sur l'axe vertical, je vais mettre la force de frottement, donc que l'objet oppose à notre poussée. Bien, on a vu dans ce cas-ci que jusqu'à temps qu'on atteigne 49 newtons, donc la poussée va être contrée par la force de frottement. Donc ça veut dire que si je pousse et je pousse et je pousse jusqu'à... Ça n'a pas l'air tout à fait droit, cette chose-là. Je vais reprendre mon dessin. Bon, on va dire que c'est ça. Donc, si je pousse ici jusqu'à une valeur de 49, je sais pas, je vais être capable de l'écrire ici, je vais écrire ici, 49 newtons. Donc, la force de frottement qui va m'être opposée va toujours être égale. Donc, ça revient à ce que j'ai fait ici lorsque j'ai comparé mes cas. C'est la même chose que ça ici. Donc, si je suis à 10, je vais ressentir une force de frottement de 10. Si je suis à 20, je vais ressentir à 20 et ainsi de suite. Et dès qu'on dépasse, donc 49 newtons, l'objet va se mettre en mouvement. Et dès que l'objet se met en mouvement, la force de frottement qu'on ressent diminue instantanément pour atteindre une valeur de 39,2 newtons. Donc, toute la première partie, permettez-moi de mettre un petit peu de couleur ici pour agrémenter le tout. Toute la première partie du mouvement, donc l'objet est immobile. Et toute la deuxième partie du mouvement, dès qu'on dépasse 49 newtons, on se met à bouger. Mais à partir de ce moment-là, donc, peu importe la poussée que je vais faire, la force de frottement que je vais ressentir, ce sera une force de 39,2 newtons. Peu importe que j'applique plus ou moins de force, ce sera toujours 39,2 newtons. Donc, ça semble complexe tout ça, mais c'est important de bien comprendre cette distinction entre le cas statique et le cas cinétique. Ça nous permet d'un peu mieux de comprendre ce qui se passe avec notre objet. Et surtout, ça va nous aider à répondre aux deux dernières questions, C et D, qui sont davantage des questions de compréhension. Donc, dans cette situation-là. Donc, regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais effacer tout ce que j'ai fait, sauf le petit graphique que je viens tout juste ici de produire. Donc, permettez-moi que j'efface tout ça. Voilà. On va se faire un peu d'espace ici. Et on va pouvoir donc procéder ici avec nos deux dernières questions. Je vais effacer ici encore un peu. Ça sent bien. Voilà. Super. Donc, les deux dernières questions, je le mentionnais, c'est des questions davantage d'explication et de raisonnement. Et on n'aura pas d'autres calculs à faire. Il faut juste bien comprendre ce qui se passe ici au niveau de nos différents, euh, de nos différentes forces de frottement. OK. Donc, c'est parti. Question C. On nous demande. Donc, si on exerce une poussée horizontale de 45 newtons sur cet objet alors qu'il est immobile, que lui arrive-t-il?
Donc, référons-nous à notre graphique. Si on est à 45 newtons, on est à peu près ici. 45, oh, donc 45 newtons, c'est ici. Donc, on est à peu près ici dans notre graphique, ou peut-être même plus proche de 49. Donc, si on pousse à 45 et qu'on est immobile, l'objet va nous opposer, donc, une force de frottement de 45. Donc, si on pousse à 45, on a une force de frottement statique à 45. Donc, je vais l'indiquer ici. Pousser 45. Donc, ça nous donne une force de frottement statique à 45. Et on l'écrit dans notre graphique. Qu'est-ce que tout ça nous donne? Ben, ça nous donne un objet qui ne bouge pas du tout. Donc, l'objet restera immobile. Voilà pour la question C. Question D. Si on exerce une poussée horizontale de 45 newtons sur cet objet alors qu'il est déjà en mouvement, que lui arrive-t-il? Donc, peut-être ici, je peux retracer mon objet. Donc, je n'écrirai pas la masse, on la connaît, c'est 10. Je peux peut-être réécrire les forces ici. Force de gravité qu'on sait qui est 98 newtons. La normale qui est également 98 newtons. La poussée, je vais le dessiner de la même façon que je l'ai fait pour mon dessin en haut. Donc, la poussée ici, qui est de 45 newtons. Et donc, si l'objet est en mouvement, on a vu qu'il y avait une force de frottement unique de 39,2 newtons. Voilà. Et donc, à quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire, cette situation-là, si on a donc une force d'une poussée de 45 et une force de frottement de 39? Eh bien, si on applique ce qu'on a fait comme travail au dernier tutoriel avec les 3 lois de Newton, et notamment si on essaie de trouver la force résultante ici. D'abord, normale et force de gravité vont s'annuler. Donc, ils n'ont pas d'incidence ici sur le mouvement. Ensuite, la force résultante. Imaginons que la poussée est dans le sens droit, donc ça, c'est notre mouvement positif. Donc, la force résultante, c'est la poussée moins la force de frottement. Donc, quelle est la poussée? 45 newtons. Force de frottement, 39,2 newtons. Donc, la force résultante ici sera égale à 5,8 newtons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça signifie, une force résultante de 5,8 newtons? Eh bien, si on fait le calcul ensuite de la deuxième loi de Newton avec ça, donc on sait que la force résultante, la force totale est égale à la masse fois l'accélération. Donc, force totale de 5,8 newtons est égale à la masse de 10 kg fois l'accélération. Et là, on peut diviser de chaque côté par 10 kg. Donc, 10 kg. Et donc, ça nous donne un résultat, une accélération de 0,58 newtons par kilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objet se déplace vers la droite, et non seulement il se déplace, mais il accélère. Donc, l'objet va accélérer, va gagner de la vitesse vers la droite, donc avec une accélération de 0,58 newtons par kilo. Donc, c'est ce qui va se passer avec cet objet si on applique une force de 45 et qu'il est déjà en mouvement. Tandis que si on applique la même force, c'est ça qui est paradoxal, c'est que si on applique exactement la même force, mais qu'il est immobile, l'objet ne bougera pas. Donc voilà, ça fait donc le topo pour les forces de frottement. Ça vous permettra certainement d'avancer donc les différents exercices en lien avec tout ça dans le cahier d'exercices. Donc, pour la suite, donc c'est vraiment d'utiliser ça en combinaison, bien sûr, avec les 3 lois de Newton, un peu comme on l'a fait dans cet exemple-ci. Et si vous le faites, ben, ça devrait bien se passer pour la suite des choses. Donc, j'espère encore une fois que ces informations, ces explications vous auront été utiles, pertinentes. Et sur ce, je vous souhaite bon travail et à la prochaine.